Donc, comme je le disais, nous sommes en train de faire face à des transformations technologiques profondes, qui visent que ce soit les employeurs ou bien les organisations. Et donc, on sait tous que l'intelligence artificielle est au cœur de discussion. Elle redéfinit nos métiers et elle bouleverse les attentes du marché. Et donc, pour en discuter davantage, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi un panel d'experts, en commençant par Monsieur Jean-Marie Truffat, conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Catherine Lardy, directrice innovation du groupe IMA. Nous avons deux Catherine aujourd'hui, donc juste pour l'info. Antoine Laboulet, économiste et directeur par intérim du département Travail, Emploi, Compétences chez France Stratégie. Catherine Beauvois, directrice du programme Compétences 4.0 chez France Travail. Bonjour. Et enfin, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Donc, avant de commencer, je propose à ma collègue Ina Samak de nous faire les quelques thèmes essentiels du début. Merci Mounia pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans les débats, je vous propose un petit temps de recul pour poser les enjeux de fond de cette révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Un sujet d'ailleurs auquel nous allons consacrer une partie de cette table ronde. Depuis plus de 2 siècles, nous avons assisté à des révolutions industrielles successives, en commençant par la machine à vapeur du XVIIIe siècle, le moteur à combustion, ensuite l'informatique et aujourd'hui l'intelligence artificielle, que certains qualifieraient même de 4e vague d'automatisation. L'IA ne serait donc pas une rupture totalement inédite, mais elle pousse beaucoup plus loin les frontières de ce qu'on pensait automatisable. Mais chez Magellan Partners, pour faire le lien avec notre vision quand même, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle n'est pas qu'un outil d'automatisation, c'est une technologie qui assiste, qui amplifie, qui complète. C'est une forme d'intelligence à part entière qui est capable de soutenir les professionnels dans leurs tâches les plus complexes et qui peut même soutenir et faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap, pour faire le lien avec la première table ronde, par exemple. Et c'est justement là que l'IA se distingue des vagues technologiques précédentes, puisqu'elle intervient sur des domaines de plus en plus complexes, pas uniquement techniques, on va retrouver aussi des domaines cognitifs, analytiques, aussi même créatifs. Et justement, l'IA va transformer notre rapport au travail bien au-delà des tâches simples, répétitives. Ce qu'on observe aujourd'hui est donc un vaste mouvement de transformation. Certains métiers évoluent, d'autres apparaissent, tandis que d'autres métiers deviennent obsolètes. C'est justement cette dynamique de destruction créatrice que l'IA vient accélérer aujourd'hui. C'est ce que montrent justement les chiffres du Future of Jobs Report du Forum économique mondial de 2023, puisqu'il estime près de 170 millions de créations d'emplois d'ici là 2030 dans le monde, mais aussi 92 millions de suppressions d'emplois. Et parmi les emplois qu'il estime les plus porteurs pour les années à venir, on va retrouver des métiers comme justement spécialiste de l'IA, analyste en cybersécurité ou technicien de la donnée. Et justement, ça nous montre que l'IA n'est pas la fin du travail, mais vraiment une recomposition qui est profonde de ses formes, de ses rythmes et des équilibres sociaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je rends maintenant la parole à Mounia pour ouvrir les débats et approfondir ces sujets avec nos intervenants. Merci Inas pour ces thèmes essentiels très intéressants. Et donc maintenant, je vous propose qu'on commence notre discussion en vous faisant réagir Catherine Beauvois. Donc, chez France Travail, quelles seront les mutations principales du marché du travail que vous identifiez actuellement et pour les prochaines années? Je préfère que ce soit cette Catherine. Et moi, j'avais envie de me tourner vers France Stratégie. C'est pas eux plutôt qui peuvent. Alors, en tout cas, tu viendras me compléter parce que Bien vraiment, sûr. en toute humilité, mon métier à moi, c'est d'essayer, et c'est déjà beaucoup, de décrire les métiers et les compétences attendues sur l'ensemble
des métiers qui composent le marché du travail. Ça peut paraître absolument étonnant en France. Il y a encore 5 ans, le principal référentiel d'emploi qu'on utilisait dans le service public d'emploi décrivait en tout et pour tout 532 métiers. C'est pas beaucoup en fait quand on sait qu'on a plus de 12 000 appellations d'emploi recensées. Le ROM 4.0 que je structure décrira l'année prochaine un peu plus de 2000 métiers détaillés et 2000 métiers correspondant grosso modo, encore une fois, c'est 12 ou 13 000 appellations d'emploi, mais vraiment pour le coup, une fiche réunira vraiment tous les synonymes proches d'un métier. Tout ça pour vous dire, parce que j'ai quand même essayé de répondre à votre question, qu'une fois qu'on a bien décrit les métiers du marché du travail, on est effectivement mieux à même de comprendre comment ces métiers évoluent et quelles sont les grandes tendances du moment. Donc ce qui est absolument certain, c'est que le marché du travail, je vais peut-être d'ailleurs équilibrer les éléments de contexte que vous nous avez proposés, puisque la table ronde, c'est anticiper les mutations du marché du travail. Il n'y a pas que l'IA. Qui impacte très fortement la transformation du marché du travail. Il y a aussi évidemment la transition écologique à minima, et puis tous les événements complexes à anticiper, mais de type enjeu de souveraineté, qui fait qu'on va vraisemblablement remettre des moyens à développer des industries et des modes de production qu'on avait laissés à la mondialisation vers d'autres pays. Donc tous ces facteurs-là contribuent évidemment à fortement transformer le marché du travail, et nous, on s'efforce de bien le décrire. Donc on a dans le ROM 4.0 désormais un nombre extrêmement conséquent d'emplois du secteur évidemment numérique, digital, alors enfin, vraiment très 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 large désormais, de la cybersécurité aux pilotes de drones. On a vraiment énormément de choses, et puis mais encore une fois, j'équilibre, on a tout autant de métiers émergents dans les métiers de l'économie circulaire, de la protection de l'environnement, et surtout on voit, et c'est peut-être ça le plus important, que ce qui est certain, c'est que les métiers se transforment vite. S'il y a effectivement un facteur un peu spécifique à la période, c'est cette accélération des transformations, mais qui est autant liée à l'incroyable vitesse à laquelle les technologies évoluent, mais également aussi l'incroyable vitesse à laquelle le mur climatique arrive. Vraiment, j'insiste, j'équilibre. Voilà, donc de quoi sera fait le marché du travail de demain? Enfin, là, vraiment, je passerai la parole à mon voisin, parce que je finirai par vous dire des bêtises une fois que j'ai dit ce que je maîtrise à peu près. Mais peut-être un dernier point, puisque vous me demandiez ce qui évolue. Vous dire que ma conviction profonde, c'est que au-delà de beaucoup de compétences techniques liées à ces transformations dont nous avons de plus en plus besoin, il y a à l'évidence l'émergence de la reconnaissance de l'importance des compétences que je vais qualifier socio-comportementales. Ces compétences qui font que tout actif dans un contexte de travail collectif est en capacité non seulement d'être l'expert de sa matière, mais de la partager avec des non-experts, de travailler en interdisciplinarité, d'être dans des logiques de collaboration, de communication, de capacité à apprendre tout au long de sa carrière, qui font la différence encore une fois, dans un contexte de travail qui est en évolution accélérée. Voilà. Donc, oui. Donc, Monsieur Naboulet, si vous voulez compléter la question. Oui, bonjour. Merci Catherine pour le relais. Non seulement je n'ai pas beaucoup plus d'affirmations à apporter que toi, mais en plus tu m'as effectivement pris un petit peu quelques idées qui sont d'élargir la focale, effectivement, au-delà de l'aspect purement technologique de l'IA. Effectivement, il y a beaucoup de mutations qui sont aujourd'hui devant nous avec beaucoup d'incertitudes. J'en rajouterai une, moi, une mutation démographique aussi. Enfin, elle a cette dimension-là, à la fois dans les besoins de la société, mais aussi dans les ressources en termes de main-d'œuvre. Ça, c'est aussi un mur, entre guillemets, d'évolution de la démographie.
Donc, non, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer demain. Je vais vous dire ce que nous, à France Stratégie, un peu par habitude, donc dans cette logique de prospective que l'on a comme tradition, on essaie de mener dans le département Travail, Emploi, Compétences. C'est un exercice qu'on appelle de prospective des métiers et des qualifications à un horizon de 10 ans. C'est un exercice récurrent que l'on fait tous les 5-6 ans et qui essaye justement de tracer un peu des perspectives sur l'évolution des emplois, des métiers surtout. C'est la focale qui vraiment nous intéresse et rejoint beaucoup la vôtre, sur l'évolution des métiers. Est-ce qu'on est capable de quantifier, exercice très complexe, à 10 ans, ce qui est un horizon à la fois long, enfin court et long, pour faire la prospective, par métier, qu'est-ce qu'on est capable de dire sur l'évolution tendancielle des besoins en main-d'œuvre par métier? Donc, exercice qui nécessite de tenir compte à la fois de la démographie, combien vont sortir pendant chaque métier du marché du travail dans les 10 ans, combien vont y rentrer au regard de ce qu'on sait sur les entrées en formation et les sorties en formation. Voilà, donc on a ce genre de mécanique-là. Combien de créations d'emplois nets on peut espérer par métier au regard des secteurs plus ou moins dynamiques. Bref, on a toute une mécanique comme ça qui nous amène à avoir des projections. On tire des traits pour beaucoup, et puis on essaye de mettre dans ces traits qu'on tire quand même un petit peu de variation pour tenir compte d'impact ou de choc, effectivement, que l'on essaye d'anticiper, mais c'est compliqué. L'automatisation, l'IA, bah, voilà, quand on va recommencer là, on va se dire comment on va intégrer cette dimension-là. Alors souvent, c'est un peu mathématique. Enfin, nous, c'est l'exercice quantitatif. Donc, on va modifier un peu, peut-être, par exemple, les hypothèses de productivité qu'on va supposer voir dans différents secteurs. Donc, voilà. Ces exercices-là, alors, donc, ils amènent deux choses qui vont presque à contre-courant, peut-être, de ce que vous attendez comme message. De l'expérience, c'est que, d'une part, lorsqu'on vraiment, demain, c'est quoi les métiers importants, bah, en gros volume, ce ne sont pas les métiers les plus high-tech, ce sont les métiers du nettoyage, du care, enfin, les gros volumes d'emplois qu'il faut attendre, entre guillemets, en besoin de main-d'œuvre dans les 10 années à venir, ce sont plutôt ces métiers-là, des métiers assez basiques, liés à des besoins, mais surtout au départ à la retraite de générations entières de travailleurs. Voilà. Les informaticiens, oui, c'est dynamique, il va y avoir beaucoup de création d'emplois, mais en termes d'échelle, voilà, c'est pas la même ordre de grandeur. Donc ça, c'est le premier message, c'est dans 10 ans, l'emploi, ce sera quand même d'abord, et encore beaucoup, ces métiers-là, même qui vont certainement évoluer dans leur contenu, mais voilà. Le deuxième message, un peu d'expérience de ces travaux qu'on a menés plusieurs fois, c'est que l'automatisation, qu'on anticipe à chaque fois, ou du moins qu'on essaie, elle est lente. Enfin, ces processus-là sont lents, et même face à ce qui semble être une révolution sur étagère et prête à être utilisée, en fait, on se rend compte, notamment dans les secteurs, l'exemple des caissières, par exemple, de supermarchés, combien de temps a-t-on mis vraiment pour voir disparaître la caissière et s'imposer vraiment dans la banque? L'automatisation n'a pas été aussi immédiate que l'aurait pu. Donc parce que, et je conclue là-dessus, quand on se projette dans l'avenir, il y a des aspects technologiques, mais il y a aussi, en fait, toutes ces transformations dépendent d'un contexte institutionnel, de dynamique institutionnelle, organisationnelle dans les entreprises. Et donc tout ce cadre-là, le droit du travail, mais aussi tout simplement la démographie, enfin, l'accompagnement des départs en retraite, etc., sont des processus lents qui font que les innovations technologiques, elles se diffusent, elles vont avoir un impact, mais ce sont des processus lents et qu'on ne se dit pas que dans 5 ans, finalement, on va avoir un changement forcément radical, même si on sait qu'il faut forcément l'anticiper à une certaine échelle. Merci beaucoup. Avant de passer côté entreprise avec Catherine Lardy et Benoît Serre, j'avais une question pour vous, Monsieur Truffat. Dans votre rapport, dans votre rapport analyse de controverse, intelligence artificielle, travail et emploi, vous indiquez que 62% des économies avancées vont être impactées par l'exposition élevée à l'IA. Donc, quel type d'emplois, selon vous, seront les plus impactés par cette automatisation et quelles mesures peut-on prendre pour essayer de limiter cet impact? Bon. Alors déjà, ces chiffres-là, bien sûr, on ne les sort pas du Conseil économique, social et environnemental. Et puis j'ai une deuxième casquette, c'est pour vous orienter un petit peu sur la suite. Bon, je suis syndicaliste, voilà, représentant des salariés. Donc ne soyez pas étonnés si je mets l'humain en avant par rapport à la technique. Mais l'un ne va pas sans l'autre, j'ai pas de souci. Mais de toute façon, la technique n'est rien sans l'humain. Bon. Puisque l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent, n'a rien d'artificiel, vous le savez tous, et elle doit rester un instrument qui aide l'humain, qui aide le salarié, qui aide les entreprises, qui aide l'économie, qui aide
Voilà. Mais il faut le situer dans cette perspective. Donc, sur l'étude que nous avons faite, puisque c'était pour essayer de nourrir la réflexion justement d'une commission temporaire pour nourrir l'événement international qui a eu lieu en février au niveau du gouvernement. Alors, les métiers en tension dans ce cadre-là. Alors déjà, c'est pourquoi on parle on va dire de quatrième ou X révolution industrielle, mais puisque ça touche tous les salariés, tous les emplois. Col bleu, col blanc, on n'est plus sur une automatisation classique de chaîne ou autre, ou un remplacement, l'automatisation de métro ou de caisse ou autre. Là, on est d'ailleurs sur un principal axe, c'est le management, qui va prendre énormément sur ce thème. Et puis après, tout ce qui est, bien sûr, on va dire première ligne, qui ne s'est jamais arrêté pendant le Covid, sera moins touché, sauf par l'organisation derrière et tout ça, c'est autre chose. Mais tout ce qui est tertiaire, tout ce qui a pu s'arrêter, entre guillemets, ou autre, va tout prendre. Voilà. Alors, va tout prendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, je vais commencer par notre conclusion, finalement. Parce que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, certains connaissent le Conseil économique, social et environnemental, j'espère, voilà, troisième chambre de la République, qui essaye de conseiller, bien sûr, les décideurs, nos décideurs politiques. L'intérêt, c'est que nous représentons la société civile organisée, et donc, quand nous sortons une étude ou un avis, bien sûr, il y a tout le travail des auditions, tout le travail classique qui a été fait, tout le travail interne, on représente pas mal d'associations, pas mal que ce soit de la famille, que ce soit du FNE, pardon, excusez-moi, puisque c'est très important, tu l'as dit Catherine, au niveau climatique, que ce soit bien sûr le patronat, que ce soit les salariés. Donc finalement, quand on arrive à faire voter un avis, pas forcément à l'unanimité, mais sans contre. Voilà, ça veut dire quand même quelque chose. Alors bien sûr, il y a d'autres endroits qui cultivent un peu plus le combat, on va dire. Je souris en disant ça, puisque nous, on cultive plutôt le consensus, voilà, même si des fois on arrive à certains dissensus. Mais l'intérêt, c'est que le titre qu'on a donné, puisque le titre, on le donne souvent à la fin, une fois qu'on a bien travaillé, c'est co-construire un nouveau dialogue social est indispensable. Voilà. Donc ça nous met vraiment dans le thème on ne peut pas laisser s'implanter des systèmes d'intelligence artificielle simplement en le décidant d'en haut. Puisque, de toute façon, il faut qu'il soit adopté, il faut qu'il soit, on va dire, digéré par les salariés qui sont en dessous. Via la formation, bien sûr, via la formation, via l'accompagnement. Enfin, ça, c'est tout un cycle. Et puis surtout, l'inquiétude que ça génère. Voilà. Et les difficultés que ça peut générer au niveau RH, dans les entreprises, voire dans les TPE-PME, puisque c'est quand même le gros tissu. Donc là, il faut travailler dans les branches. Mais l'important, c'est de... Alors, pas de dialogue social, on était d'accord là-dessus. On n'est pas sur le dialogue social d'aujourd'hui. Information au CSE, dans les groupes, enfin tout ça. Bon. Non. On est sur quelque chose qui peut des fois déranger, bien sûr. Mais quand on dit co-construction, voilà, on ne parle pas de co-gestion, bien sûr. Mais co-construction, ça veut dire, voilà, on est informé sur les systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent servir à l'entreprise, au groupe, à la productivité. Alors, ça, on n'a pas de souci là-dessus. Mais comment intégrer l'être humain dans cette productivité? Et puis, bien sûr, la mécanique pour le faire, vous l'avez dit, il faut du temps, certainement. Mais les décisions d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va nous arriver demain. Voilà. Donc, que faire avec cette intelligence artificielle? Et surtout, en rester maître. Voilà. Et l'important, pour les salariés, bien sûr, c'est d'être rassurés. Et pour être rassuré, je l'ai dit, il faut au moins que la discussion et les décisions qui se prennent à un moment donné soient comprises par eux. Merci beaucoup. Pour passer un peu côté des entreprises, est-ce que je vais vous poser la question à vous, Monsieur Serre. Donc, dans votre article publié dans Harvard Business Review, vous indiquez qu'un tiers des ouvriers de l'industrie seront à la retraite en 2030.
Donc, comment les DRH peuvent-ils anticiper et gérer l'effet de cette automatisation sur les emplois peu qualifiés pour éviter cette aggravation de pénurie? Bon, bonjour à tous déjà. D'abord, moi je suis DRH, donc comme les syndicalistes, je vous parle d'humain d'abord en fait. Sinon, on va croire qu'ils ont la panacée, l'apanage. Ce n'est pas le cas. Non, le chiffre que l'article que j'avais fait pour Harvard Business Review portait sur, vous avez cité ce mot d'ailleurs tout à l'heure, madame, sur le fait que la compétence était un enjeu de souveraineté en réalité. L'article il portait plutôt là-dessus. C'est un enjeu de souveraineté et que j'observais qu'on n'avait pas forcément complètement encore, malgré les efforts des uns et des autres, adapté nos modèles de formation, qu'elles soient continues ou pas, pour répondre à cet enjeu de souveraineté. Et que l'IA, c'est pas nouveau. Hein. Donc maintenant, la différence de l'IA, c'est qu'il s'installe de deux manières en fait. Soit il s'installe de manière structurée. Et là, je rejoins ce que vous dites. Les entreprises ont quitté un peu leur modèle très productiviste qui était celui d'il y a 1 an. Il faut bien comprendre que l'IA, on parle de choses qui ont changé en 1 an ou en 6 mois. Hein. C'est pas un truc, c'est une très grande différence. Hein. Donc déjà, elles sont en train de quitter un peu le modèle productiviste, tout simplement parce que, contrairement à ce qu'avaient annoncé tout un tas de gens, que ça fait gagner 30% de productivité, tout ça s'est révélé faux. Elles sont passées plutôt sur une approche très organisationnelle. Et à partir de ce moment-là, en considérant qu'effectivement, il fallait considérer que l'IA était un moyen d'organisation et pas un moyen de remplacement. Et c'est une très grande différence. Et comme il y a d'abord eu un discours autour du remplacement, de l'IA va faire tout, le café, tout, les gens ont légitimement eu peur. Mais ça, c'est l'IA, je dirais, l'IA structurée. Après, il y a un autre IA, je vole la formule à Ian Ferguson, du Labour IA, il évoque l'IA, le shadow IA. C'est-à-dire l'IA qui est déjà présent absolument partout. Et là, pour le coup, les entreprises ont un temps de retard sur leurs propres salariés, qui sont déjà avec, ce qui pose déjà une grande difficulté en termes de cybersécurité, puisque les gens ne savent pas forcément que quand on va utiliser les deux principaux fournisseurs d'IA qui existent, on va balancer dans la nature des informations tout à fait confidentielles ou stratégiques pour l'entreprise, sans penser à mal, mais en le faisant quand même. Du coup, ces deux IA cohabitent. Maintenant, je reviens, je n'ai pas oublié votre question, hein, mais il fallait que je fasse un petit tour de... Alors, le chiffre que je donnais sur les ouvriers, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le rapport du Sénat, qui est sorti il y a peut-être 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus très bien, vous l'avez évoqué, et chacun l'a évoqué, l'enjeu, il est démographique. Et la raison, elle est démographique. Elle est aussi liée au fait que, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, la dimension d'industrialisation de la France, on ne peut pas dire qu'elle soit dans une forme étonnante, que par conséquent, petit à petit, des métiers ou des formations se sont appauvris parce qu'il n'y avait pas de débouchés professionnels. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu moins de choses. Et d'ailleurs, le fait que la France soit aujourd'hui une économie de services, on pourrait payer assez cher l'impact de l'IA générative, plus que dans d'autres pays qui ont des modèles plus industriels. Même si l'IA générative, dans les modèles industriels, il va toucher le modèle de production. Dans les économies de services, Generative AI va d'abord toucher la production elle-même, autrement dit celui ou celle qui produit. Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, expliquait il y a plus d'1 an et demi déjà, parce que je partageais la scène avec lui, qu'à horizon 1 an et demi, donc on y est, 80% des métiers de l'écrit ou de l'image seraient potentiellement traités via l'IA. On l'observe d'ailleurs, hein, dans certaines grandes organisations qui ont beaucoup de marketing ou des choses comme ça, ils se rendent bien compte qu'il y a tout un travail préparatoire à la projection de la communication, de la publicité, qui en fait est maintenant réalisée par l'IA de manière plus rapide, plus précise. Donc on a un vrai sujet, parce que on a un sujet d'abord de transmission des savoirs, parce que même si on n'a pas une industrialisation d'un dynamisme fou, on en a quand même. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un enjeu de rendre ces filières
à nouveau attractives sur un certain nombre de sujets. D'abord parce qu'elles ont des débouchés professionnels, et ensuite parce que ce sont aussi des filières dites technologiques, et on sait qu'on a un sujet là-dessus. Le troisième domaine sur lequel il faut qu'on fasse attention, c'est que, indépendamment de l'industrie, le Generative AI, certains de ces métiers peuvent exercer de n'importe où. Donc déjà, je pense, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat qu'on n'a pas été les meilleurs dans la mondialisation industrielle quand on voit le résultat. Je voudrais éviter qu'on ne soit pas non plus les meilleurs, ou qu'on soit les meilleurs dans la mondialisation de la compétence, parce que c'est ça qui est en train de se passer, en fait. Il y a un transfert de mondialisation de compétences. C'est-à-dire que les métiers ne disparaissent pas. Et je connais les chiffres qui ont été montrés, j'ai vu l'avis du CESE, mais les métiers disparaissent ça. Par contre, il y a une dimension, mais je parle sous votre contrôle, ils se déplacent. Alors qu'avant, ils se déplaçaient moins. Avant, on prenait un métier type, je ne sais pas quoi, ma plateforme téléphonique, clac, vous la colliez au Maroc, c'était un métier que vous changiez de lieu. Maintenant, c'est tout un ensemble de métiers qui sont en train de se déplacer physiquement, autrement dit, ils disparaissent à un endroit pour réapparaître à un autre. Et le vrai sujet, il est là. Et là, c'était l'un des objets de ce papier, c'était d'expliquer que le fait que, notamment dans les pays dits développés, ou l'Europe occidentale, ce que vous voulez, on ait un coût social du travail relativement élevé, nous mettait en position non pas de se désespérer, mais de faire en sorte que notre seule solution possible, c'était l'excellence. Parce que si on n'a pas l'excellence, le rapport coût-contribution, l'entreprise de n'importe quel autre pays que la France, et même de la France, elle a vite fait son calcul quand même. Donc ça, c'est un vrai sujet central. Donc ça pose la question, j'ai vu que Joël Russe est dans la salle, ça pose la question du niveau de formation qu'on accorde, de faire monter très vite en compétences les gens, et ça vaut pour l'industrie comme autre chose, et à créer enfin une espèce de continuum à peu près cohérent entre l'école, l'enseignement supérieur ou professionnel, et la formation continue. Parce que chacun connaît le chiffre de transformation de la compétence beaucoup plus rapide que dans les années qui ont précédé. Mais ça, c'était un mouvement qui était déjà lancé. Le Generative AI, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout. Mais c'est un élément à prendre en considération. Et je pense qu'on protégera les emplois, ou qu'on protégera les métiers des gens et les gens qui les exercent, en considérant que le Generative AI est un outil qui vient supporter et non pas un outil qui vient supplanter. Et j'observe que dans beaucoup d'organisations, petites et grandes, l'approche, elle est plutôt dans le support que dans la supplantation. Merci beaucoup. Pour terminer ce premier tour de table, je vous passe la parole, Madame Lardy. Donc, au sein du groupe IMA, vous avez intégré des technologies telles que les voice bots, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner quels ont été les impacts de cette automatisation sur les collaborateurs et sur les travailleurs, et comment vous les avez aidés dans cette transition ? Alors, je ne sais pas si je vais avoir des choses intéressantes à dire après tout ce qui s'est dit. Néanmoins, je voudrais revenir un petit peu quand même sur un truc il est important de dire, on dit est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle ? Donc moi, je suis la patronne de l'innovation dans un groupe qui s'appelle Intermutuelle Assistance. J'ai une double casquette, alors je ne suis pas syndicaliste encore, mais néanmoins, on appartient à l'économie sociale et solidaire, et ça a beaucoup de sens pour nous. En tout cas, ça a beaucoup de sens dans le pilotage de notre entreprise et dans les convictions qu'on peut avoir, qui nous rapprochent certainement. Voilà. Moi, je crois qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle. Mais la peur n'empêche pas le danger. Donc, il faut regarder ça avec une grande vigilance, et ce d'autant plus que c'est des technologies qui ne sont pas à nos mains, qui sont à nos mains de grands groupes, qui ne sont pas souverains du tout. Hein. Enfin, en tous les cas, ils sont souverains chez eux, et chacun d'eux, d'ailleurs, fait un PIB très largement supérieur à certains pays. Donc, est-ce qu'on doit avoir un peu peur ? Oui. Et c'est cette peur, en fait, qui doit nous amener à regarder les choses avec intelligence. Et les Français ont dit qu'il y avait une vieille expression, parce que je ne suis pas toute jeune, qui disait « on n'a pas de pétrole, on a des idées ». Donc là, on n'a pas d'LLM, parce que, bon, oui, on a Mistral, oui, on a Delos, mais ils n'écrasent pas encore le marché. Donc, et puis, on peut se demander d'ailleurs s'ils vont rester souverains très longtemps. Mais en tous les cas, on doit trouver une posture qui fait que nos outils de travail, et en général dans nos entreprises, de toute façon, on est Microsoft friendly, SAP friendly, Salesforce friendly, Google friendly, donc de toute façon, voilà, on est quand même très dépendant de ces outils-là. Donc,
on doit quand même avoir une vigilance quand on est patron d'une boîte, quand on est DRH, quand on est en charge de l'innovation sur qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce qui nous arriverait demain si on ne pouvait plus utiliser cet outil dans notre travail quotidien. Voilà. Donc je pense que ça, c'est quand même important d'avoir toujours dans un petit coin de sa tête ce truc. Moi, je dis toujours, voilà, la technologie, elle doit nous éclairer et pas nous éblouir. Or, avec l'IA générative, ça éblouit beaucoup de patrons. Je vais dire un truc qui ne va pas trop plaire à Magellan, mais parce que beaucoup de consultants ont vendu en effet la productivité en disant ça va être super, vous allez gagner 30%, tout ça, machin. Voilà. Bon, au final, pour l'instant, on est plutôt à voir que ça coûte et puis que ça ne rapporte pas tellement sur la productivité. Mais voilà, donc nous, on s'est dit, bon, on se méfie quand même de ce truc. Vous l'avez dit, il y a le shadow IA générative. Il y a 72% des collaborateurs qui avaient été interrogés l'année dernière qui disaient « je l'utilise sans le dire à mon chef ». Bon, voilà. Donc, de toute façon, il faut qu'on explique. Il faut qu'on dise que ce qu'on met dans ChatGPT, ça reste pas dans ChatGPT. Il faut qu'on dise que voilà, il y a des méthodes pour avoir des réponses fiables. Il faut qu'on exerce l'esprit critique. Et nous, on pense qu'un des talents que le collaborateur de demain doit avoir, le premier, c'est l'esprit critique. Finalement, le reste, bon, c'est important, mais en tous les cas, cette capacité à dire bon, cette réponse que cette intelligence artificielle ou que cette automatisation me fait, je la regarde avec une certaine vigilance et quand même, je m'interroge, tout en disant finalement comment ça accompagne bien nos collaborateurs. Donc oui, comme beaucoup d'entreprises, on a fait un gros plan de formation qui est structuré sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une formation de base qui est plutôt une acculturation qu'une formation, qui est ouverte à tous les collaborateurs de l'entreprise, qui dit c'est quoi l'IA, et en fait, qui dit c'est quoi les intelligences artificielles, parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, il y a une accélération, c'est devenu très facile d'utilisation. Donc oui, vous pouvez faire des trucs sans la direction informatique. Bon, voilà. Oui, donc la direction informatique, il faut aussi que vous déplaciez votre valeur, parce que finalement, les métiers peuvent faire des choses sans vous. Donc, repositionnez votre rôle dans l'entreprise. Et puis, donc ça, c'est plutôt le générique. Et après, on fait des formations par strate sur les publics qui sont les plus concernés. Donc, ça va du data scientist à l'informaticien. Et on a un cursus, on est en train de monter 2 cursus spécifiques. Un pour nos élus, parce qu'on pense qu'ils sont partie prenante et que c'est avec eux qu'on va construire ces sujets-là, et donc il faut les former. Et en fait, on a fait le choix de ne pas les former en les mélangeant avec les collaborateurs qui exercent parfois le même métier qu'eux, parce qu'on pense que c'est important que dans leur rôle d'élu, ils puissent voilà, avoir cette vision, partager, nous challenger. Voilà. Donc en fait, ces cursus de formation, on veut embarquer toutes les populations et on veut avoir vraiment avec nous les partenaires sociaux. Et vous le disiez, je pense qu'on n'a pas encore en France la maturité de certains pays dans le dialogue social. Donc c'est compliqué. On n'est pas plus malin du côté des patrons que du côté des syndicats. On est très souvent sur nos postures. Ça change. Ça bouge. Nous, on a la chance aussi d'être très main dans la main, la DRH et la direction innovation. Donc ça, voilà, ça aide beaucoup. Mais il faut construire un dialogue social. De toute façon, on a des obligations légales sur les technologies. Mais il faut aller au-delà de l'obligation légale, parce que je finirai juste en disant, en fait, là où on place l'automatisation, finalement, ça dit là où on place l'humain. Et donc ça, c'est important qu'avec notre corps social, on travaille. Et donc nous, on est allé plus loin, parce que là, on va faire travailler l'ensemble de nos collaborateurs sur leur vision de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui leur fait peur ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir traité par ça ? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'en tant qu'assisteurs, dont le métier premier est de porter secours,
Donc en fait, de répondre au téléphone et d'être empathique, il pourrait automatiser, je parlais tout à l'heure et après je m'arrête parce que je prends plein de temps, il pourrait automatiser et envoyer une dépanneuse sur la route. Il faut aller vite et la machine peut le faire plus vite que 25 coups de téléphone à un garagiste. Donc ça, on peut l'automatiser, c'est pas là qu'ils vont mettre leur valeur. Mais voilà, et ça c'est important parce que je finis juste par ça et je promis, je finis, après je ferai très très court la prochaine fois. C'est aussi important, j'entends parfois le truc un peu bullshit, excusez-moi, je suis toujours un peu cash, de dire on va supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. Alors ça, c'est un peu, je trouve, une connerie. D'abord parce que la tâche à faible valeur ajoutée pour moi n'est pas la même que mon copain qui fait le même job que moi. Et en plus, toutes les études montrent que de temps en temps, faire des trucs qui font pas appel à de la complexité cognitive, ça repose, voilà, ça met son cerveau un tout petit peu au ralenti et c'est très bon plutôt que de passer son temps à essayer de faire des trucs de génie, surtout quand on ne l'est pas. Voilà. Donc, vous l'avez évoqué à l'instant, l'accompagnement des travailleurs, l'acculturation des travailleurs est au cœur de la problématique. Et donc, dans vos travaux, Monsieur Naboulé, vous avez analysé les compétences émergentes requises par le marché. Donc, quels mécanismes préconisez-vous pour faciliter la transition vers ces nouveaux métiers qui peuvent émerger ? Alors, on n'analyse pas tellement les compétences émergentes. Si déjà on arrivait comme avec Pôle emploi, enfin, Pôle emploi et France Travail, non, parce que j'avais une référence à une publication qu'on a faite avec Pôle emploi à l'époque, que je vais vous citer. Si déjà on est capable effectivement d'analyser les compétences, on va dire, existantes, standards, avant de parler de celles qui émergent, qu'on ne sait pas, pour lesquelles on n'a que des signaux faibles, c'est déjà pas mal. Et donc nos travaux, nous, effectivement, de prospective, dans l'idéal, on aimerait pousser de l'étape du métier à la décomposition de ce métier en tâches et de tâches en compétences et de faire la prospective des besoins, effectivement, en compétences à l'horizon de 10 ans. C'est loin d'être évident, on n'y est pas encore, mais on essaie déjà de documenter dans le cadre d'un réseau emploi-compétences avec France Travail, avec tous les acteurs du champ emploi-formation, justement de travailler là-dessus, sur l'analyse des compétences. C'est pour ça que j'avais ce petit laïus en tête. On avait produit une cartographie des compétences par métier il y a quelques années, justement en collaboration, en utilisant justement les grilles du ROM, etc., pour essayer de caractériser pour chaque métier, du moins chaque famille de métiers, les compétences, et puis de voir un peu, notamment, alors c'était entre 2013 et 2018, l'évolution des besoins en compétences de ces métiers. On voyait bien effectivement que certains types de compétences progressaient parce que les métiers qui les supportent prenaient plus de place. Toutes les compétences liées à la progression de l'encadrement, eh bien, effectivement, elles occupent une place plus importante dans les besoins et dans les recrutements. Donc, j'ai pas vraiment la réponse effectivement à votre question sur les mécanismes. Je reste un petit peu sur ce champ-là. Il y a une typologie effectivement qui a été évoquée tout à l'heure sur l'idée on aurait des compétences techniques d'un côté pour chaque métier qu'on peut identifier et des compétences qui sont plus de l'ordre transversal, transférable, les compétences cognitives, comportementales. Enfin, on a plein de choses qui sont un petit peu dans une sémantique comme ça, qui renverrait donc à des compétences qui sont plus effectivement d'ordre humain, qui seraient utilisables dans différents métiers, qui ne sont pas spécifiques et qui seraient notamment de plus en plus requises, donc qui renvoient à la communication, à la capacité à gérer par exemple des conflits, la capacité à faire face à du public, la relation au public. Donc tout ça sont des choses qui sont des types de compétences qui sont beaucoup plus mises en avant aujourd'hui que les compétences techniques. Avec l'IA, je ne sais pas si ça va être... Des fois, je m'interroge sur cette typologie-là, entre le technique et le transverse, jusqu'où ça tient la route, dès lors que notamment l'IA va faire que certains aspects qui étaient techniques, parce qu'on peut solliciter une IA pour le faire, et que c'est plus la capacité à mobiliser cet outil d'IA, de gérer finalement cette interface-là. Donc, où commence le technique et où commence le transversal ou le transférable. Je m'interroge sur cette catégorie qui juste pour vaguement répondre à votre question, effectivement, on va avoir des enjeux de transfert, effectivement, de transition professionnelle, parce que quand même, effectivement, on voit qu'il y a des secteurs qui vont être plus touchés plus rapidement que d'autres.
Donc on va avoir des enjeux d'accompagnement des transitions professionnelles. Il y a beaucoup, de toute façon, en permanence, des mobilités professionnelles. Les gens n'ont pas besoin d'être accompagnés, mais il y a une partie des transitions professionnelles qui ont besoin d'être accompagnées par un ensemble de dispositifs publics. Ça concerne aujourd'hui un nombre finalement plutôt limité de personnes, mais on a dans le champ public beaucoup de dispositifs d'accompagnement individuel, collectif, liés aux mutations technologiques, aux mutations à l'accompagnement des restructurations, ou alors tout simplement des dispositifs qui aident les individus de leur propre initiative à faire des mobilités professionnelles. Donc là, on a tout un arsenal de dispositifs qu'on a aussi étudié dans un rapport il y a quelques temps, et qu'il va falloir mobiliser et peut-être réorganiser aussi pour permettre de faire face et de prioriser peut-être, c'était une des recommandations, c'est que tous ces dispositifs-là s'appuient sur des fonds publics pour financer de la formation, pour financer des salaires au moment où les gens font leur transition. Voilà, il faut peut-être effectivement assumer d'un pilotage plus central ou à un certain niveau qu'on a des priorités de réorientation de la main-d'œuvre vers des secteurs qui en ont besoin, liées à la transition numérique, liées à la transition climatique. Et donc là, est-ce qu'il faut reconcentrer un peu tous ces moyens vers ces transitions-là particulières? C'est un véritable enjeu dans un cadre de finances publiques qui est forcément limité. Donc voilà, il y a à la fois un enjeu de réorganisation, de rationalisation un peu de tous ces dispositifs d'accompagnement des transitions, mais aussi de hiérarchisation par rapport à ce que sont les priorités publiques sur les grandes mutations. Merci. Et vous avez évoqué le ROM 4.0, donc je vous passe la parole, Catherine Beauvois. Lors de nos échanges, vous avez évoqué l'idée de passerelle entre les métiers, identifiée grâce au nouveau référentiel de compétences que vous avez développé. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et nous donner quelques exemples? Je vais essayer. D'abord, de vous expliquer en quoi le ROM a évolué et du coup nous aide à identifier les passerelles entre les métiers. Jusque-là, et tous les autres référentiels d'emploi et de compétences que je connaissais, ce sont des métiers qui sont décrits sur la base d'un référentiel de compétences, une longue liste, très longue liste, souvent des milliers de compétences qui sont détaillées et qui sont en fait très diverses parce que contextuées à l'usage, à l'emploi déterminé. Quand on s'est engagé dans le ROM 4.0, on s'est dit, bon, cette démultiplication des compétences en lien avec les contextes d'usage, elle est absolument indispensable à respecter parce que c'est vraiment là qu'on décrit précisément la compétence attendue. Mais en même temps, cette dispersion nous empêche de voir quelles sont quelque part les familles de compétences dont on a besoin. Et donc, on s'est efforcé de créer une nomenclature des compétences dans le référentiel du ROM. Et on a, en utilisant d'ailleurs de l'IA, on a réussi à structurer cette nomenclature et notamment à identifier à date 507 macro-compétences, donc les principales compétences attendues sur le marché du travail. Alors, à la maille d'une macro-compétence, on est complètement décontextué, mais par contre, ça permet d'indexer, d'associer à cette macro-compétence toutes les compétences contextuées qui participent du même objectif. Et du coup, là, on crée des rapprochements de compétences et du coup en lien avec ces regroupements de compétences et ensuite une capacité à identifier quels sont les métiers qui mobilisent des compétences rattachées aux mêmes macro-compétences et puis on filtre évidemment aussi par le niveau de qualification attendu. En fait, vous pouvez sans aucune difficulté, identifier un certain nombre de métiers qui sont en fait tout à fait accessibles d'un métier à l'autre et qui vraiment sont dans des logiques de passerelle. Alors ascendante, il faut l'espérer chaque fois qu'on a envie de progresser dans sa carrière, mais on sait aussi que la transition professionnelle, c'est plein de critères différents pour une personne. Ce n'est pas nécessairement de monter en qualification qui va me motiver, c'est de continuer à trouver un métier dans mon territoire qui m'intéresse et finalement, si je reste au même niveau, voire même si formellement je baisse de niveau de qualification, c'est pas nécessairement ça qui va me
me démotiver si, par contre, je suis absolument sûre de trouver du sens à mon travail. Et donc ça, c'est des outils qu'on a créés autour du ROM 4.0. C'est ce qu'on a appelé, alors Métiescope est le site internet qui permet d'exposer l'ensemble des métiers décrits et connus du ROM. Et derrière Métiescope, vous avez un autre outil qui s'appelle Changer de métier, qui utilise toute cette architecture en back-office du ROM pour identifier les passerelles entre les métiers. Voilà. Du coup, vous m'aviez demandé des exemples, j'ai essayé d'en trouver. Non, mais par exemple, alors, en fait, ce n'est pas des exemples nécessairement très précis, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer comment, sur la base d'une famille de compétences techniques de type l'Internet des objets, on va avoir tous les métiers alors, qui sont au cœur de cette logique d'Internet des objets, mais en fait, vous avez aussi plein de métiers qui sont en train de développer sur comment dirais-je, le lien avec les lieux et l'environnement. Sur la question de la réalité virtuelle, vous avez des développements dans le milieu de la santé, de la simulation de formation ou évidemment de la réalité virtuelle à des fins purement comment dirais-je, ludiques ou touristiques. Bon, ben, vous voyez bien qu'avec une clé d'entrée, vous avez potentiellement 3 ou 4 secteurs potentiels de développement. Il y a en fait une multitude de choses qui va rentrer en facteur. Ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est cette logique, et peut-être aussi pour compléter le propos d'Antoine, bien faire la distinction, en tout cas dans le ROM, on s'efforce de le faire, entre, je valide complètement le mot que tu as utilisé, moi j'aime bien parler de compétences socio-comportementales parce que je trouve que ça dit mieux ce que c'est, mais elles sont effectivement transverses. Par contre, à ne pas confondre avec les compétences transférables. En fait, toutes les compétences sont potentiellement transférables, si tant est bien sûr que le métier cible a besoin de les mobiliser. Et en fait, nous, ce qu'on va travailler essentiellement à France Travail, c'est tous les aspects de recontextualisation. J'ai su parler en public dans un contexte donné. Si mon prochain métier, c'est d'être journaliste et d'animer des tables rondes, c'est peut-être pas la même façon de mobiliser ma compétence de communication. Et il va peut-être falloir que je vérifie que je sais reconstituer. C'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais vous voyez l'idée. Donc, on ne peut pas parler de formation, de compétences sans parler de formation continue, de revalorisation des métiers. Et donc, une question pour les DRH. Donc, quelle stratégie RH innovante Innovante. Oui, donc non, mais peuvent être mises en place pour attirer, mais aussi retenir les talents dans les métiers qu'on peut citer comme essentiels. Bah déjà, de même que les compétences se contextualisent, le caractère essentiel d'un métier se contextualise aussi. Un même métier peut être essentiel pour une organisation et ne pas l'être pour une autre. Après, je rejoins juste un petit point rapide. Moi, j'ai jamais utilisé le terme de tâche à faible valeur ajoutée. Je trouve, bon, je connais bien IMA, hein, parce que j'ai eu l'honneur d'être DRH de la Massif pendant 7 ans, donc je connais bien lire. Je trouve que cette formule est très malheureuse, en fait, parce qu'elle dit aux gens, en fait, vous faites un job qui ne sert pas à grand-chose. Et je trouve que dans toute cette approche de formation, de travail, on a l'impression qu'on confond l'obsolescence des compétences et l'obsolescence des gens. Enfin, c'est les compétences qui sont obsolètes, c'est pas les individus. Et donc, pour répondre à votre question, le job de la fonction RH, dans un dialogue social constructif, c'est d'avoir toujours cette différence-là. Je crois que dans la question, vous avez une formule très juste. Moi, je le dis depuis très longtemps. Vous pouvez le vérifier sur Internet, parce qu'on vérifie tout. Même l'IA vous le vérifiera pour moi. C'est que je pense que la première des responsabilités sociales de l'entreprise, c'est garantir l'employabilité de ses collaborateurs. Il n'y en a pas d'autre. On peut m'inventer tout ce qu'on veut. Il y a plein de sujets vachement intéressants, j'en doute pas. Mais la première responsabilité sociale, c'est celle-là. Je veux dire que moi, j'ai trop vu comme DRH, et puis j'ai trop vu ailleurs aussi, que il y a une espèce de système qui crée une espèce de fabrique d'exclus internes dont plus personne ne s'occupe. Et à un moment, évidemment, leur métier se transforme ou disparaît. Et on dit, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, rien, parce qu'on lui a rien appris depuis 20 ans. Et que par conséquent, on a... Donc ça, c'est les exclus internes. Donc, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que tous les mouvements de transformation de compétences, de métiers, GenAI ou pas de GenAI, doivent avoir comme fond du sujet la garantie de l'employabilité des gens,
qui est la responsabilité première des entreprises. C'est pas bon. Après, il faut que l'ensemble de l'écosystème d'acquisition de compétences, de formation, de travail, de tout ce que vous voulez, s'adapte et organise pour faire en sorte que cette responsabilité puisse être exercée, parce qu'elle devient de fait collective. J'évoquais tout à l'heure en discutant avant le fait que moi j'observe que quelquefois je récupère des gens qui ont suivi des formations qui sont totalement déconnectés de la réalité de l'entreprise. Ils ont appris des trucs qui ne servent plus à rien et ils ne savent pas des trucs qui servent à quelque chose. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est un mouvement continu, donc on met un certain temps, il y a tout le travail qui est fait. On va France Travail, il y a tout le travail. Bon, c'est très bien, mais il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là. Donc, qu'est-ce que le DRH fait avec tout ça? Ça, c'est une bonne question. D'abord, la première chose, vous parlez d'anticiper dans le titre générique les mutations du marché du travail. Moi, je pense que c'est surtout les mutations du travail lui-même. Le marché du travail, c'est un marché, il a des plus et des moins, on le voit en ce moment. Mais c'est la configuration très particulière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je trouve, hein, d'expérience ou de visu, c'est vraiment une mutation du travail lui-même, dans sa dimension de relation au travail, dans sa dimension de management du travail, dans sa dimension de rapport entre les gens, dans sa dimension, vous avez vu le rapport de l'IGAS qui pointe les quelques faiblesses du modèle de management français sur la surhiérarchisation, notamment. Voilà, donc je dirais, c'est très important de voir ça, parce que le marché du travail, c'est le marché du travail. Il est tellement soumis, vous l'avez rappelé, à des tas d'influences qui n'ont rien à voir. Regardez, vous avez un monsieur aux cheveux orange de l'autre côté de l'Atlantique qui vous prend une décision, il vous flingue le marché du travail. Donc c'est pas le marché, voilà, c'est comme ça. C'est les mutations du travail. Or, le GNI, notamment, mais pas que, impacte la mutation du travail lui-même. Et je crois beaucoup, et j'ai observé, pour finir là-dessus, je vais essayer d'être moins long que ma collègue de l'IA, pour l'un des travaux les plus intéressants que j'ai vus en entreprise pour adapter le système, c'est de redécouper les métiers par tâches et de regarder quelles sont les tâches qui pourraient être exercées de manière qualitative par le biais de l'IA, et celles qui ne le seront pas, de manière à reconstruire à partir de là des métiers complets. Parce que, évidemment, ce serait trop facile si l'IA disait, bon, on prend 100% des métiers. Ça ne marche jamais comme ça. Il y a des tâches qui doivent être exercées par des gens, des tâches qui peuvent être exercées. Le deuxième aspect d'accompagnement, et ça c'est la fonction RH qui le fait aussi, c'est de choisir. C'est-à-dire que l'IA ne vous impose rien. Vous pouvez très bien choisir que cette tâche, elle pourrait être exercée par l'IA, sauf que, parce que c'est une essentielle, l'entreprise a décidé qu'elle devait continuer à être exercée, détenue et maîtrisée par un être humain qui s'appelle l'entreprise. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Mais cette approche par la tâche, vous avez cité le phénomène des hôtesses de caisse ou des hôtes de caisse. Il s'avère que dans ma vieille vie déjà longue, j'ai été DRH de Leroy Merlin, donc je connais le sujet. Leroy Merlin a fait notamment, alors pas à l'époque, hein, mais là récemment, un travail de découpage à tâches du travail des hôtes et des hôtesses de caisse qui a permis de démontrer qu'on pouvait donner du télétravail à une hôtesse de caisse ou une hôte de caisse. C'était contre-intuitif a priori quand même. Et bien en fait non, c'est simplement qu'ils ont découpé, ça ils ont fait ça il y a 2 ans, la tâche, ils ont découvert qu'il y avait tout un tas de fonctions qu'exerçaient hôtesses de caisse, hôtes de caisse, qui étaient de relancer les devis, de faire tout un tas de trucs, qu'il ou elle pouvait très bien faire en télétravail. Alors vous voyez, le GNI c'est le même raisonnement. Je trouve que c'est ça le travail à faire. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on arrivera à accompagner intelligemment la deuxième conséquence de cette mutation du travail, qui est la mutation organisationnelle. Il faut bien comprendre que la GNI modifie les organisations du travail. Il modifie les organisations du modèle de production. Il ne modifie pas que les métiers. Il modifie l'interaction des métiers entre eux. Donc les DRH font 2 jobs. Un, redécouper en tâches pour voir comment ils font la nouvelle répartition, ce qui ne signifie pas forcément de baisser le nombre de gens. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense qu'on ira plutôt, ça c'est plutôt vous les spécialistes, vers une meilleure qualification des métiers, qui devrait générer un effet positif sur la rémunération de ces qualifications, je le souhaite en tout cas. Et la deuxième chose, c'est l'impact organisationnel, parce que tout ça modifie les interactions entre les métiers. Si vous jetez une petite couche, je finirai là-dessus, une petite couche de fameux rapport de l'IGAS, c'est la hiérarchisation, parce qu'on ne l'a pas trop cité, parce que ce n'est pas l'objet, mais moi j'observe quand même que les modèles de management sont en train de changer dans les organisations, parce que ça ne marche plus comme avant. Ça ne peut plus marcher. D'une part, parce que les gens ne veulent pas.
le rapport Ligas à ce titre-là est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est cet ensemble-là. Et un DRH, il ne va pas prendre le sujet des GNI ou le sujet de la compétence ou le sujet de l'organisation. La fonction RH en général, elle a un problème holistique. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le DRH, il est censé garantir à sa direction générale, dont il fait partie, la bonne compétence au bon endroit et au bon moment. Je veux dire, il a une entreprise à faire tourner. Ce n'est pas une association humanitaire, même quand on est dans l'économie sociale. Ce que j'ai expliqué en 7 ans, mes amis syndicalisés de la Massif, mais c'est autre chose. Mais voilà, c'est ça le sujet. Donc le sujet, c'est comment je redécoupe le métier, comment j'adapte le métier, comment j'adapte l'unité dans l'organisation et comment je fais fonctionner le tout avec un management adapté à la nouvelle donne. Il ne faut pas imaginer que ça va se faire d'un claquement de doigts et en 15 jours. Merci beaucoup. Donc, je vois que le temps passe. Mais bien sûr, si vous voulez réagir, désolé. Ouais, je voulais réagir parce que, bon, c'est pas souvent que je suis d'accord avec un DRH. Donc, voilà. Donc, il est temps que je parte à la retraite. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le dire. Mais voilà, bon, après, on le note. Non, en grosse pas partie. durer, rassurez-vous. Ça. Non, en grosse partie, c'est vrai, vous avez eu raison. Bon, je pense quand même à la manifestation demain des doubleurs de voix là, qui ont quelques soucis parce que ça leur est tombé sur le dos d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Bon là, ça va entamer, mais c'est vraiment du forceps. Donc c'est ce qu'on voudrait éviter, nous, le forceps. Voilà, parce qu'on l'a trop souvent vu. On l'a trop souvent vu dans et même dans des gros groupes. Hein. Et moi, j'ai deux inquiétudes. Alors, ces inquiétudes-là, elles étaient peut-être valables aussi avant, mais elles sont aussi prédominantes avec les systèmes d'information artificielle. C'est que, alors déjà, un des plus gros employeurs, la fonction publique, ne sont pas forcément exemplaires là-dessus, hein, on va être très clair, sur tout ce qui est justement information, technique, même conservation des données d'ailleurs. Bon, heureusement, côté défense et autres, on a quand même une certaine stabilité, mais bon, il y a beaucoup de données de nos ministères qui sont engrangées dans des cabinets et qui on ne sait pas où, hein, voilà. Ou on sait très bien où, mais c'est une autre difficulté. Et puis on a un fonds de commerce quand même d'entreprise, des TPE, PME, où il n'y a pas de DRH. Hein. Donc il faut travailler au niveau des branches. Voilà, c'est quand il y a 10 personnes dans une entreprise ou 20 ou 30, enfin je veux dire, c'est là la difficulté. Alors, bien sûr, la technique est venue souvent avec la nouvelle machine, mais voilà, mais c'est là que l'IA est rentrée par tous les salariés, automatiquement. Hein. Et ça fait peur au patronat, parce que le patronat n'est pas formé non plus là-dessus. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de ce qui s'en va. Et ben, avec les chatbots, ça s'en va. Avec, voilà, vous faites une présentation avec des diapos, ben, hop, ça y est, c'est parti. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est tout ce problème. Et je voulais revenir aussi sur les métiers et les tâches dans les métiers. Puisque le ROM, il existe depuis longtemps. Bon, là, il se modernise. C'est très bien. Mais je veux dire, les fiches références métiers, c'est quelque chose que l'on parle depuis X temps. Enfin, j'ai un peu d'expérience là-dessus, hein, Catherine. Non, il y a une nette amélioration. Mais je veux dire, quand on va chercher les tâches dans les métiers, bon, je veux dire, voilà. Bon. Donc, il n'y a pas de nobles tâches et d'autres. Il y a simplement des tâches quand même qui sont répétitives. Bon. Donc, à la limite, c'est ce qu'on appelle des tâches haïsables. Hein. C'est pas très beau comme mot, mais voilà, c'est déjà des tâches qui sont séquencées et qu'on peut très bien faire si on le décide. Ça, c'est le responsable des RH l'a dit. Bon, voilà, si on le décide. Le seul souci, et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'équilibre après du métier, puisque on l'a dit aussi, il y a des tâches répétitives qui donnent du souffle dans un métier. Alors, je ne parle pas si ça fait 90% du métier, hein, c'est pas ça le souci. Mais vous avez tous, dans vos métiers, des moments où on souffle. Voilà. Ça peut être des moments où on a... Alors, des moments où on souffre et des moments où on souffle, parce que c'est des moments exprès. Ça a été fait exprès, d'ailleurs. Ça a été fait exprès pour qu'on puisse souffler. Alors, je ne parle pas d'aller aux toilettes, hein, je parle tout simplement qu'il y a des moments, voilà, il y a un fonctionnement qui fait que on peut après réattaquer
on va dire, des tâches plus compliquées intellectuellement. Et voilà, c'est un fonctionnement, c'est un équilibre dans un métier. Et là, j'ai peur, avec ce bouleversement, j'ai peur justement on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, pour plein de choses, et j'ai peur que certaines personnes, y compris en situation un peu périlleuse, puisque quand le poste est remis en question, voilà, ne s'en sortent pas si bien que ça. Donc ça fait un peu le lien aussi avec les tables rondes qui étaient un petit peu avant, médecine du travail et autres, et je pense qu'il faut faire très attention dans le fonctionnement, et là, je redis encore, le management intermédiaire, c'est le premier à être questionné, et c'est le premier à qui on remet en cause ses savoirs. Puisque finalement, un peu comme le prof à l'école, j'arrête après, l'élève en connaît plus que lui. Pas au niveau pédagogique, mais au niveau du savoir. Voilà, j'arrête là. Non, mais d'abord, ce que vous venez d'évoquer, vous pensez bien qu'on essaie de l'avoir en tête, dans les petites comme dans les grandes. Il y a beaucoup de petites entreprises TPE qui sont fournisseurs de grandes, et je peux vous dire que le travail commun avec les fournisseurs est énorme, et tant mieux. Non, c'est pas exact ce que vous dites. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, c'est que il y a un sujet de vitesse. Malheureusement, c'est comme ça, on peut le déplorer, on n'est pas sur une île déserte, quoi. Et donc, vous avez des marchés qui sont hyper attendus. Si jamais vous n'arrivez pas à adapter vos organisations à la bonne vitesse, vous les faites piquer, en fait, tout simplement. Donc on peut toujours, je rejoins ce que vous dites, mais je dis simplement, il y a un moment où c'est pas que le patronat a peur ou a pas peur, c'est qu'il est confronté à une vitesse. Le problème, c'est qu'on a un problème de vitesse. Aujourd'hui, la vitesse d'apprentissage des gens n'a pas accéléré parce qu'on a foutu des outils. Mais la vitesse de la concurrence, la vitesse de l'innovation, la vitesse de tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Vous savez, je relisais un papier, on m'avait envoyé un papier très intéressant qui est sorti dans les années 80 qui démontrait que toutes les entreprises parce que déjà, avec la robotisation, on avait dit la même chose. On avait dit, si on fait ça, ça va faire supprimer des emplois. Et toutes celles qui n'ont pas accéléré la robotisation ont fermé. Ça finit comme ça. Par contre, il y a un point qui est très important, ce qui est la période la plus difficile du moment, et vous l'avez très bien évoqué vous aussi, c'est qu'on est dans la phase de transition. La fin de l'histoire, elle est toujours bonne dans les évolutions technologiques. Ça, c'est démontré depuis toujours. Elle finit toujours bonne en termes de solde. Mais le problème, c'est la phase de transition. C'est la phase de transition. Et celle-là, voilà, j'ai fini. Je suis désolée, mais je vois que le temps passe et que mes collègues sont en train de me dire que nous sommes en train de dépasser. Donc, on a commencé en retard en même temps aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais je vais passer la main à Inas pour ses deuxièmes M's essentiels qu'elle va nous partager sur comment la France va aborder l'IA. Merci Mounia. Donc, ça va être totalement dans la continuité des échanges que vous avez pu avoir, puisque je vais focaliser ce deuxième essentiel sur les enjeux d'accompagnement qui sont liés à l'essor de l'IA. Parce que ce que l'IA vient bousculer, ce n'est pas uniquement la technologie, mais c'est aussi l'humain, vous l'avez si bien dit, ce sont les compétences, les façons de travailler, les formations. Selon les données publiées par Eurostat en janvier 2025, donc des données assez récentes, 13,5% des entreprises européennes de plus de 10 salariés utilisent une ou plusieurs technologies d'IA, donc que ce soit du machine learning, de la reconnaissance d'images ou de la génération de texte. Et en France, ce chiffre tombe à 10%, donc loin derrière des pays comme le Danemark, qui sont eux à peu près à 27,6% des entreprises, ou la Suède, qui sont à 25,1%. Ce retard d'adoption de l'IA en France pourrait s'expliquer par plusieurs freins. On pourrait justement en citer deux qui sont identifiés par le rapport de l'OCDE, les perspectives de l'emploi de 2023. D'abord, on a le coût du changement, donc qui inclut l'investissement initial, l'adaptation des outils et le temps humain consacré aux formations. Et ensuite, on aura aussi le manque de compétences disponibles, que ce soit technique bien sûr, mais aussi managériales. Et donc ça rejoint ce que vous disiez pendant la table ronde. Si on zoome maintenant sur ce qui se passe concrètement dans les entreprises elles-mêmes, on voit émerger des écarts en matière de formation.
D'après l'étude AI at Work de 2024, qui a été publiée en juin dernier, qui est une étude internationale menée sur des salariés dans 15 pays à peu près, seuls 28% des salariés déclarent avoir été formés à l'IA, contre 50% des dirigeants. Donc c'est un écart qui alimente un décalage entre ceux qui pilotent et les salariés, ceux qui utilisent l'IA au quotidien. Et ce décalage va aussi nourrir une forme d'inquiétude, puisque toujours selon l'étude, on aura près de 50%, 49% précisément, des personnes qui utilisent l'IA régulièrement, qui pensent que leur métier pourrait disparaître, pourrait ne plus exister donc, dans les 10 ans à venir. C'est ce que l'étude appelle donc le paradoxe de l'IA. Plus on l'utilise, plus on va mesurer les bénéfices et les effets de cette technologie, mais aussi on va mesurer les risques, et ça surtout lorsque l'accompagnement, notamment managérial, ne suit pas. L'OCDE le souligne également, près de un quart des salariés interrogés disent faire pleinement confiance à leurs employeurs pour les accompagner dans cette transition numérique, ce qui fait que voilà, c'est un chiffre qui est tout de même pas très élevé, seuls 25% des salariés. Donc pour avancer, la France pourrait agir sur 3 leviers: outiller massivement les salariés et les employeurs, lever les barrières technologiques bien sûr, et surtout intégrer l'intelligence artificielle dans une stratégie plus globale d'investissement dans les compétences pour faire en sorte que cette transition soit à la fois performante mais surtout utile dans le cadre de la progression professionnelle de chacun. Merci pour votre écoute. Je rends maintenant la parole à Mounia pour la poursuite des échanges. Merci Inas. Merci beaucoup. Donc, puisqu'on a une contrainte de temps, donc je vais laisser la parole au public. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et pendant ce temps, j'avais juste une dernière question pour clôturer l'échange pour vous, Madame Lardy. Donc, lors de nos échanges, vous nous avez dit que au sein du groupe IMA, par exemple, la maîtrise des langues était un critère clé de recrutement, alors que maintenant, avec l'IA, ça a évolué. Ce n'est plus un critère essentiel, par exemple. Donc, quelles sont, selon vous, les compétences que vous jugez essentielles désormais pour vos équipes ? Très vite, parce que je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Je pense que voilà, on l'a dit, la compétence clé, c'est l'adaptabilité, l'esprit critique. Et si on a déjà ça, je pense qu'on a tout pour réussir. Parfait, c'était très rapide. Je respecte le timing. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ? C'était très clair. Bon, merci beaucoup. Bien sûr. Pardon. Encore, écoutez, c'est le problème des syndicalistes, ça c'est bon. Voilà. On aime bien s'exprimer. Oh, ça ne nous empêche pas de parler, vous savez. Surtout quand le PV est fermé. Donc, non, je voulais simplement attirer quand même, on n'en a pas parlé, les conditions de prévention des biais. Des pieds. C'est un gros sujet par rapport aux algorithmes. Et je disais que justement, il fallait discuter de ces implantations de systèmes d'intelligence artificielle pour aller jusqu'aux algorithmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on met dedans ? Au niveau des genres, au niveau d'autres. Enfin, je veux dire, il faut profiter, entre guillemets, de cette discussion pour essayer qu'il y ait moins d'inégalités dans les entreprises. Voilà. Et ça, sincèrement, ça peut être un point positif quand on négocie bien un système d'intelligence artificielle avec des gens compétents, bien sûr, formés. Voilà. Et deuxième réaction, sur les 25% de salariés qui font confiance à leur patron, ça ne m'étonne pas. Ce serait pareil s'il y avait peut-être une question sur les syndicats, hein, donc je n'ai pas l'angoisse. Mais je veux dire, combien de gens, voilà, combien de salariés sont formés dans une entreprise ? Alors, je ne parle pas de la formation obligatoire qui va avec la nouvelle machine ou autre, mais sur l'entretien des compétences. Alors, les nouvelles compétences, en général, oui, parce que c'est structuré par la RH, bon, mais très peu. Et d'un seul coup, on va les mettre dans un bouleversement et on va leur dire, vous allez vous reconvertir, ce n'est pas un souci, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre... je vais dire, attention, hein, c'est très scabreux. Et ce manque de formation, qu'on a beaucoup plus souvent dans les pays nordiques, d'ailleurs,
formation tout au long de la vie, hein, qu'on n'a pas chez nous, qu'on essaye d'avoir, mais qu'on n'a pas. Et ça manque vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je redonne la main à Jade. Merci beaucoup pour ces interventions. Donc, on comprend aujourd'hui que les compétences de demain sont un investissement économique, humain et politique. Donc, merci à tous et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette table ronde.